Le mois de juillet est déjà commencé, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié mon segment Quoi de neuf. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf du mois de juin. Alors oui, je le sais, dans les dernières semaines, c'est un peu plus tranquille sur la chaîne, on espace un peu les vidéos, ne vous en faites pas, on prépare toujours un paquet de choses, mais ça fait du bien des fois de prendre un petit peu de temps. Donc je le sais, on a été un peu moins assidus, JP est également parti en voyage pendant un certain temps, donc ça fait en sorte que on a espacé un peu plus les publications, ne vous en faites pas, on va revenir avec toujours plus de contenu dans le futur. Par contre, c'est maintenant le moment de vous partager mes expériences ludiques. Et c'est un segment que j'apprécie énormément faire sur la chaîne. Donc, un peu comme mon throwback, c'est mes deux segments phares dans lesquels je me permets de vous parler d'une tonne de jeux. Parce que oui, c'est le fun de parler d'un jeu, d'expliquer un jeu, de faire une vidéo règle ou d'expliquer, de faire une critique, mais de pouvoir parler d'une tonne de jeux comme ça, c'est le fun parce qu'on vise large. Donc, c'est certain que je ne m'attarde pas en détail dans chacune des expériences ludiques, mais ça peut vous donner une idée et ça peut peut-être vous intéresser à un jeu, vous dire ah oui, finalement, ça peut intéresser peut-être, ou encore vous décourager en disant ah ben finalement, c'est pas dans ma tasse de thé. Alors, je commence, fidèle à mon habitude, avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois de juin, j'ai joué 44 parties de 20 jeux différents. Et là-dedans, il y en a 4 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors oui, très peu de nouveautés. J'en ai profité pour ressortir des anciens jeux également. D'ailleurs, il y a quelques jeux dans ma liste qui étaient des jeux que ça faisait plusieurs années. Et là, je parle 5-6 ans que j'avais pas sorti. Ça fait du bien des fois de ressortir un peu nos jeux qui prennent la poussière. Parce que, on se le cachera pas, les jeux sont peut-être pas joués souvent, mais s'ils sont encore dans ma ludothèque, c'est peut-être un signe qu'il y a un petit quelque chose à voir là-dedans. Alors, au courant du mois de juin, j'ai également eu la chance, le plaisir d'avoir plusieurs amis qui sont venus à la maison pour célébrer mon anniversaire. Alors, c'était au début du mois de juin, ça fait déjà un bon bout de temps, mais ça a fait une belle journée ludique. Alors, on a profité, on a joué sur 2 jours de temps. On a profité de l'extérieur aussi, beaucoup de petits jeux, beaucoup de belles expériences. Je tiens à remercier tout le monde qui est venu faire un tour. Ça a tellement été plaisant de pouvoir voir un paquet de visages et de pouvoir partager mon hobby avec des amis. Mais là, c'est beau parler de mes choses comme ça, c'est le temps de sauter dans le vif du sujet avec mes expériences ludiques. Alors, je commence avec ma première expérience ludique. C'est une expérience qui va faire énormément plaisir à Martin Lafrenière de la zone jeux de société et même à mon collègue JP parce que c'est un jeu que les deux apprécient énormément et que moi j'avais pas eu trop d'intérêt. Je parle de Cloud Spire. Et oui, Cloud Spire, un jeu de la compagnie Chip Theory Games. Je sais que JP est un grand fan de Chip Theory Games, Martin Lafrenière aussi, mais pour ma part, j'ai joué à quelques jeux, d'ailleurs, un autre jeu qui va faire partie de mes expériences un peu plus tard dans la vidéo, mais je suis pas un si gros fan de Chip Theory Games. J'aime ce qu'ils font, j'ai joué à Too Many Bones, 2 ou 3 parties, j'avais beaucoup apprécié, mais pas au point de vouloir me l'acheter puis d'acheter toutes les extensions. J'avais joué à Hoplomachus dans le temps, il avait sorti la version Victorum que j'ai backé sur Kickstarter, j'avais tellement hâte et j'y avais pas joué pendant très longtemps. Spoiler alert, plus tard dans ma vidéo, je vais en parler parce que je l'ai finalement sorti. Mais un des jeux que j'avais jamais essayé, parce que, pas qu'il m'intéresse, je m'y étais pas intéressé. Je savais pas trop c'était quoi, je sais juste que c'était un gros jeu de Chip Theory Games qui coûtait cher, qui était quand même relativement long. En passant, pas si long que ça. Mais c'est pas un jeu qui avait que j'avais porté beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est vraiment le point à dire. Je pensais pas que c'était un mauvais jeu ou quoi que ce soit, je m'étais juste pas intéressé. Et mon ami Étienne m'a finalement présenté le jeu pour que qu'on puisse l'essayer. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Cloud Spire est un jeu de type MOBA, donc un peu... c'est difficile à expliquer. Bon, on a des belles chips de poker comme d'habitude, mais on va avoir une armée et on va envoyer des unités qui vont se déplacer, mais qui vont agir un peu comme un MOBA. Donc, c'est des unités qui vont avancer en ligne droite, qui ont un protocole, ils suivent leur suite et ils vont s'attaquer comme ça. Le but, c'est de réussir à aller faire des dégâts à la base adverse et on va pouvoir placer différentes choses qui vont venir... Une espèce de tower defense qu'on va faire avec des unités qui vont s'attaquer. Qualité du matériel, fidèle à leur habitude, c'est vraiment génial. Je tiens à dire, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Est-ce que je vais me lancer pour l'acheter avec toutes les extensions? Je ne crois pas. Et je vais pas dire non par contre à une autre partie parce que une partie, c'est probablement pas assez pour découvrir un peu toute la profondeur que le jeu peut avoir. Il y a des factions différentes, il y a des unités différentes et je dirais que ça fait beaucoup de petits mots-clés à suivre.
Par contre, c'est pas énormément complexe comme jeu. Je pense que c'est les mots-clés d'essayer de réussir à penser à tout ce qui se passe un peu autour de la table. OK, cette unité-là fait telle chose, telle affaire. OK, là, j'ai montré. Là, qu'est-ce que je pourrais faire, mes points, quels que je vais sortir. Donc, c'est plus dans les concepts comme ça, mais ça reste très intéressant comme jeu. Je pense que je vois qu'est-ce que mes chers collègues YouTubeurs pensent du jeu, pourquoi ils aiment le jeu. JP d'ailleurs a fait des vidéos sur la chaîne. Il avait fait des vidéos des extensions aussi. Je sais que c'est un jeu qu'il avait beaucoup apprécié. Et donc, je suis très content de l'avoir essayé. Je dirais pas non à une partie, mais il va probablement pas intégrer ma ludothèque. Je continue avec un plus petit jeu, lui, que j'aime énormément et que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. C'est le jeu Port-Royal. Alors, Port-Royal est un jeu du designer Alexander Pfister, qui est un designer qui est connu pour ses gros jeux comme Great Western Trail, Maracaibo. Donc, c'est un auteur de jeux vraiment qui fait d'excellents jeux. Il a fait Boone Lake, il en a fait une tonne. Port-Royal, lui, est un petit jeu. Un petit jeu de cartes, c'est un jeu de push your luck. Si vous suivez la chaîne un peu, le push your luck, le pousse ta chance est un concept de jeu, est un mécanisme de jeu que j'apprécie beaucoup parce que ça rend le jeu accessible pour beaucoup de monde. Alors ici, on a droit à un jeu de push your luck avec une petite construction de tableau. Donc on va acheter des cartes, qu'on va construire un tableau. La twist que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on est impliqué pendant le tour des autres parce que lorsque c'est notre tour, on va pouvoir retourner une carte. Et là, on choisit de retourner autant de cartes qu'on veut, tant longtemps qu'on n'a pas deux navires de la même couleur. Il y a 5 couleurs de navires différents et on a un incitatif parce que plus on a de couleurs différentes de navires, plus on va pouvoir aller récupérer des cartes. Donc, on va faire dans le milieu beaucoup de cartes qui vont être là. Donc, lorsqu'on va choisir d'arrêter, on va pouvoir récupérer une ou plusieurs cartes si on a eu assez de navires et on va pouvoir justement avec les cartes qu'on va aller chercher, acheter différentes cartes qui vont construire un tableau. La prochaine fois que je vais prendre des cartes, je vais pouvoir en prendre plus, j'ai un rabais, plein de petites affaires comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir placé mes choses comme ça et fait mes achats, on fait le tour de la table et tous les joueurs ont l'occasion de pouvoir acheter une carte. Et là, pour acheter une carte, ils doivent simplement payer une pièce d'or aux joueurs actifs et d'aller chercher dans le milieu en payant les pièces. Ça fait en sorte qu'on est impliqué pendant le tour de tout le monde et qu'on a un incitatif à vouloir donner un beau tableau pour les autres joueurs parce que s'ils vont chercher une carte, ils vont nous payer, nous. Donc, ça nous permet de voir. L'économie est très difficile à aller chercher. C'est des cartes qui servent d'argent, qui servent d'un peu de tout, mais c'est tellement le fun comme jeu. C'est vraiment... j'ai la Big Box. Et malgré tout, j'avais jamais joué avec aucune des extensions. J'ai rajouté quelques petits modules d'extension. C'est très simple. Je pense que j'aurais dû le faire depuis le début. Mais souvent, bon, je me dis toujours, ah, ben, on va jouer vanille. Ça rajoute des petits éléments intéressants. Il y a également une campagne qu'on peut jouer en coopératif ou même en solo. J'avoue qu'après avoir déballé certaines cartes de l'extension, je fais, je suis intéressé. Je pense que je vais probablement essayer ça en solitaire à un moment donné pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que j'aime beaucoup les petits jeux comme ça. Un peu comme Oh My God, vous avez la même chose. Une espèce de concept qu'on avance. On a des scénarios avec des conditions à respecter, des conditions à faire pour pouvoir réussir à avancer. Un petit concept que j'aime beaucoup, Port-Royal, un très bon petit jeu. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est pas un jeu qui est décrit comme étant un grand jeu, un must-have, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, j'adore ce concept-là. Je continue avec un jeu que ça devait faire 7-8 ans que j'avais pas joué facile, c'est le jeu Las Vegas. Alors, j'avais beaucoup de gens à la maison, je me suis dit, tiens, je vais sortir un petit jeu de dés facile à enseigner et amusant à jouer. Las Vegas est un jeu dans lequel on va brasser des dés. Et oui, c'est un jeu dans lequel on va faire, on a des casinos comme ça ici, et on va devoir aller chercher de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'à notre tour, on prend tous nos dés qu'on a, on les brasse, et on va choisir une des valeurs, parce que chacune des valeurs est associée avec un casino qui a des cartes d'argent. Et le joueur qui va être majoritaire dans ce casino-là va remporter la plus haute carte. La deuxième position va remporter la deuxième place. Donc, on brasse les dés, on regarde qu'est-ce qu'on a et on choisit tous les dés d'une même valeur. Donc, exemple, j'aurais tiré 3-3 puis un 2. Ben, je pourrais choisir de placer soit mon 2 dans le casino 2 pour éventuellement essayer d'avoir une majorité ou de prendre mes 3-3 et de les placer dans le casino numéro 3. Donc, on est obligé de prendre toutes les valeurs du même dé et ça rajoute une petite twist. J'ai pour ma part le jeu Las Vegas Royal, qui est une version avec l'extension Boulevard qui est intégrée, puis qui rajoute des pouvoirs asymétriques à chacun des casinos. Donc, déjà que le jeu Las Vegas était simple, mais amusant, mais là, on rajoute des petits pouvoirs asymétriques qui viennent vraiment bonifier le jeu. Encore une fois, j'avais même pas joué encore avec ces bonus-là. Je pense que c'est vraiment une habitude que j'ai des fois de jouer avec le jeu vanille, mais je devrais rajouter les petits modules. Ça vient vraiment bonifier le jeu. Je sais pas si la version royale est encore trouvable, par contre. Je sais qu'il y a une petite boîte qui est sortie de Las Vegas, mais juste le jeu de base, c'est vraiment le fun, ça vaut vraiment la peine. Un petit jeu qui va être facile à enseigner à tout le monde et monsieur et madame tout le monde ont une facilité avec les dés. Donc, je dirais que si on montre certains jeux à des non-joueurs,
le fait qu'il y ait des dés vont souvent donner l'impression qu'ils ont la même chance que tout le monde. Et oui, c'est du hasard. Moi, j'ai pas de problème avec le hasard, mais ça fait en sorte que c'est rassembleur. Et l'idée de Las Vegas avec des casinos comme ça, c'est un jeu que j'avais énormément joué dans le passé. Je pense que j'ai plus qu'une trentaine de parties à mon actif parce que c'était un jeu qui était facile à sortir. On avait une soirée avec des couples d'amis. On veut un jeu pas trop complexe à mettre sur la table, qui va être engageant, qui va être intéressant. On brasse des dés, on s'amuse, on récupère de l'argent comme ça ici. Et la version royale vient juste rajouter des petites choses très intéressantes. Donc Las Vegas, très heureux de l'avoir ressorti. Je me rappelle pourquoi il reste dans ma collection. C'est un jeu accessible qui gagne à être joué. Je pense que ça a bien vieilli malgré tout. C'est un jeu qui date déjà de plusieurs années, mais je pense que c'est un jeu qui est encore d'actualité. Et si vous voulez faire découvrir le hobby, c'est le genre de petit jeu qui marche très très bien. Je continue avec un jeu qui est dans ma collection, encore une fois, depuis un bon bout de temps, et c'est mon jeu le plus joué. Et oui, j'aime beaucoup compiler mes statistiques et il y a quelques jeux que j'ai joué énormément. Bon, souvent, on se le cachera pas là, j'ai pas joué 200 parties de Terraforming Mars non plus, mais c'est un petit jeu qui s'appelle Santorini. Santorini est un petit jeu abstrait dans lequel on a des personnages et à notre tour, c'est très simple, à notre tour, on doit déplacer un de nos personnages et construire un bloc. Les blocs vont venir en 3 étages et il va y avoir un toit qu'on va mettre dessus. Le but, c'est de réussir à monter sur le dessus, sur le 3e étage d'un bâtiment avant qu'on le recouvre par un dôme. Donc, c'est un petit jeu d'échecs dans lequel on se déplace et on construit, on monte, on essaie de faire ça. Donc, on essaie de mettre des bâtons dans les roues de l'autre joueur. Le jeu nous mentionne que c'est de 2 à 4 joueurs. Ne vous méprenez pas, c'est un jeu à 2 joueurs. C'est un jeu vraiment le fun parce que, bon, les parties sont énormément rapides, mais le jeu vient avec des dieux, donc des cartes qui vont donner des pouvoirs asymétriques. Chaque partie va être différente, donc c'est très facile de pouvoir jouer. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire un 3 de 5, donc le premier joueur a gagné 3 parties. Je vais passer 5 dieux à chaque joueur. Et là, lorsque c'est le début de la partie, on choisit un dieu. Parfait, excellent. Voici le pouvoir. Donc, ce tour-ci, je peux monter, je peux construire, me déplacer et construire. Ah tiens, parfait, excellent, cette partie-là. Donc, chaque partie va avoir un dieu. Et si vous avez joué à Santorini sans les pouvoirs, je le dis souvent, et puis moi-même, je le fais souvent, de sortir un jeu et de dire, oh, ben, je vais jouer en version vanille. Les pouvoirs viennent vraiment donner toute la saveur au jeu. Le fait d'avoir des petits pouvoirs de même qui vont nous distinguer des autres joueurs. Certains dieux sont plus faciles à jouer, d'autres dieux sont beaucoup plus difficiles. Certains sont drôles, des conditions alternatives de victoire. D'autres sont vraiment complexes, mais je pense que ça vient vraiment chercher le jeu. Et le fait que, la façon, puis là encore là, c'est pas dans les règles, mais la façon que moi je l'aime jouer, c'est que justement, je donne beaucoup de possibilités. Donc, on va choisir un peu notre dieu. Ça donne un petit côté que on va avoir un peu plus de choix, on va avoir l'impression de contrôler un peu plus ce qui se passe pour choisir des pouvoirs qui vont être intéressants. Donc, c'était ma 116e j'ai joué à 116e partie de Santorini, qui en fait mon jeu le plus joué de ma ludothèque. Bon, on s'entend, 5-6 minutes par partie, c'est vraiment, ça se passe bien. Mais ça faisait longtemps que je l'avais joué. Puis là, en plus, j'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle extension. Ils ont sorti des modules, en fait, ils ont réimprimé le jeu et ils ont sorti une extension de Panthéon, le Sphinx, oui, le Sphinx, qui rajoute un jeu coopératif. Donc là, on a un livre d'histoire, d'histoire, d'aventure, et on va avoir des scénarios coopératifs. Alors, j'ai fait l'acquisition de ça, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Le fait de rejouer à Santorini, ça m'a donné le goût, je dirais. Mais je vais essayer ça bientôt pour pouvoir vous en parler sur la chaîne. Je continue avec un petit jeu de cartes que je pense que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le jeu Rebelle Princesse. Alors, Rebelle Princesse est un jeu de levée, un jeu de pli. À la base, c'est très simple. C'est comme la Dame de pique. C'est un jeu, on va jouer une carte, on doit suivre si on a cette sorte-là. Si on n'a pas, on peut jouer une carte d'une autre sorte. Et l'espèce de la carte à ne pas ramasser, c'est des princes. Le petit thème est amusant. On est des princesses rebelles. On veut pas des demandes en mariage. Donc, les cartes d'une certaine couleur vont être les cartes, donc par exemple comme les cartes rouges là, si on joue à la Dame de pique, mais c'est les cartes de prince, donc ceux-là on ne veut pas les ramasser quand on fait des levées. Et il y a également la grenouille qui est une carte d'une autre couleur qui va donner beaucoup plus de points négatifs, parce qu'on ne veut pas ramasser des points, bien entendu. C'est un petit jeu qui est le fun parce que ça reprend la twist du jeu de pli de manière très simpliste, mais ça rajoute un concept intéressant du fait qu'à chaque manche, il va avoir un pouvoir spécial, il va avoir un pouvoir différent. Chaque joueur a également une princesse qui va pouvoir avoir un petit pouvoir asymétrique, mais le fait d'avoir des pouvoirs différents pour chacune des rondes, je pense qu'il y a 5 rondes, et là, cette ronde-ci, il se passe telle chose. Cette ronde-ci, là, on peut échanger des cartes. Puis là, ça rajoute vraiment une belle twist au concept. Je pense que c'est un petit jeu. Je sais qu'il y a une extension, je crois, qui est prévue. Je crois qu'il y a un nouveau jeu de base aussi, de ce que j'ai vu.
beau concept, c'est intéressant et je suis surpris de voir la quantité de variabilité qu'il peut avoir même dans la boîte de base. Et là, je parle même pas d'une boîte de luxe, quoi que ce soit. Là. La petite boîte de base de Princesse Rebelle a vraiment beaucoup de jeux parce qu'il y a les différentes cartes d'événements, si on veut, qui vont changer de partie en partie et ça fait en sorte qu'il y aura pratiquement jamais deux parties identiques. Donc, beau petit jeu de pli si vous aimez ce type de jeu-là. Je continue avec un jeu que j'avais très hâte d'essayer qui s'appelle Popcorn. Popcorn est un petit jeu qui amène des éléments de backbuilding, de construction de tableaux en tant que tel, dans lequel on va devoir gérer une salle de cinéma. Et là, je tiens à dire, le thème me plaît énormément. Le fait d'avoir une salle de cinéma, de devoir aller chercher des clients qui vont apprécier certains types de films. Donc, il y a beaucoup de films qu'on peut mettre à l'affiche. Certains films sont par catégorie et il y a beaucoup de beaux petits clins d'œil très amusants avec un paquet de titres de films. Donc, l'aspect nouveauté, l'aspect première partie est le fun parce que là, oh, parfait, hey, wow, The Godmother. Ben oui, c'est clairement The Godfather. Et là, il y a plein de petits jeux de mots comme ça, des petits jeux, des prises amusantes sur des parodies de films. Et le premier regard est vraiment super. L'idée est vraiment cool parce que on va avoir nos salles de cinéma, on va choisir le nombre de sièges et là, on va avoir un bag, donc un sac, on va piger certains visiteurs de certaines couleurs. Donc, exemple, le visiteur rouge, il peut aller voir un film, le visiteur rouge pour les films d'action, il peut aller voir un film bleu, donc un film de dramatique, mais il y a un incitatif que s'il va voir un film qu'il préfère, on va avoir un bonus. Et là, chacun des films, à la fin du tour, on a une espèce de petite carte qui monte et ça vient cacher des bonus. Donc, plus le film est à l'affiche longtemps, moins il y a l'aspect nouveauté qui est là et moins il va pouvoir bénéficier d'avoir des trucs nouveaux. Donc, tout ce que je vous parle là, ça résonne en moi, c'est le fun. L'idée du jeu est vraiment le fun. Par contre, je tiens à dire que le jeu est bien, mais je pense que j'aurais voulu qu'il soit meilleur. Je pense que le thème élève le jeu énormément. L'aspect nouveauté, les premières parties, comme « Ouh, wow, c'est amusant, c'est amusant ». Mais après la deuxième, troisième partie, l'aspect nouveauté est beaucoup moins présent. Le jeu est bien, c'est pas un mauvais jeu pour autant, mais c'est pas un jeu qui se démarque. Et si c'était pas du thème, ça serait carrément passé dans le beurre. Donc pour moi, le fait d'avoir un thème fort comme ça est très intéressant, mais je sais pas, c'est comme, j'ai trouvé ça un peu quelconque comme jeu. C'est dommage parce que le jeu avait beaucoup de potentiel, il faisait partie de ma liste des jeux que je surveillais, j'avais très hâte de voir, puis là, quand mon ami l'a amené, hey, yes, parfait, on va pouvoir jouer à Popcorn, j'avais full hâte, puis tout, mais je pense que c'est ça. Je pense que peut-être mes attentes étaient peut-être trop élevées. Je savais que c'était un jeu relativement léger, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. J'aime ça, les jeux accessibles. Mais j'ai trouvé que le jeu il manquait le petit oomph qui fait en sorte qu'on a vraiment plus de plaisir. Et malgré le fait que je dirais probablement pas non à une partie, c'est pas un jeu, il était dans mon cart, je voulais l'acheter absolument. Puis finalement, je me suis dit, ok, je peux peut-être passer à côté finalement. Popcorn, un beau thème, un jeu correct. Je pense que c'est le mieux que je puisse dire par rapport à ce jeu-là. Mais ça va probablement faire plaisir à beaucoup de monde. Je continue maintenant avec un petit jeu que j'avais hâte d'essayer parce que des fois, on est avec un plus grand groupe et des personnes qui sont un peu moins joueurs. Et c'est correct comme ça parce que j'aime ça, pouvoir faire découvrir le hobby sous plein de facettes. Donc c'est certain que oui, on me demande, je vais préférer faire une partie de Terraforming Mars à 2 joueurs, mais des fois, c'est le fun d'avoir des petits jeux de party. Et il y a un jeu de party que ça faisait longtemps que je voulais essayer, que j'ai finalement eu l'occasion, que j'ai acquis en fait, que j'ai acquis et que j'ai eu l'occasion de jouer. C'est le jeu Wavelength qui s'appelle Longueur d'onde en français. Longueur d'onde est un jeu qui peut jouer, je pense, jusqu'à 10 joueurs parce que le but, c'est d'être divisé par équipe. L'idée, par contre, est vraiment intéressante parce que on va avoir une jauge. Et là, on a une jauge qui, si on veut, de faible à élevé, une intensité. Donc, on va, de manière aléatoire, déterminer une intensité que seul le joueur actif va voir. Donc, exemple, moi, je vois, et dans la jauge, je vois que c'est dans le début, comme ça ici. Et là, on va avoir une catégorie. Exemple, froid et chaud. Donc là, il faut que je trouve quelque chose qui est pas froid, pas chaud, mais selon la gradation où je suis. Donc, je vais devoir trouver un indice pour les gens pour que mon équipe puisse trouver. Donc, lorsque, bien entendu, mes joueurs ne verront pas la gradation, je vais fermer le petit paravent. Donc là, les joueurs vont devoir tenter de placer où est-ce qu'ils pensent que j'ai mis ça. Il faut faire attention, parce que si je dis le mot café, ça peut être un café glacé comme un café, donc non, ce ne serait pas le bon mot. Donc, si ma jauge se retrouve à être, mettons, dans le premier tiers, il faut que je trouve quelque chose qui est froid, mais pas trop froid. Donc là, je n'irai pas nécessairement avec un popsicle, peut-être avec du yogourt, peut-être.
bon, ça peut être un peu plus température pièce, ok. Donc, c'est vraiment un petit jeu léger qui va servir à pouvoir trouver des idées comme ça par rapport à une tonne de catégories différentes. Lorsque mon équipe a choisi où elle pense que la gradation va être, l'autre équipe peut dire non, non, c'est plus froid ou c'est plus chaud, de manière à pouvoir faire des points. Et après ça, on va regarder et selon comment proche, comme dans la petite pointe de tarte où on s'est rendu, on va faire plus de points. C'est très facile à jouer, très simple à expliquer. Ça marche bien, c'est le fun, c'est léger, très léger même, mais je pense que si vous avez un groupe de joueurs, puis vous êtes 8-9, puis vous dites « Ah, ce serait le fun de jouer à un jeu qui va inclure tout le monde », ou même, le jeu dit jusqu'à 10, mais on peut faire des grosses équipes, on peut faire plusieurs équipes aussi, tu sais. Je pense que c'est un petit jeu de groupe agréable, du beau matériel, la petite chose, c'est vraiment génial comment c'est fait. Donc c'est bien pensé, j'ai bien aimé longueur d'onde, c'est pas un must-have, je pense que c'est pas un jeu que je vais jouer avec des gamers, c'est pas un jeu que je vais jouer en bas de 6 joueurs, je pense que c'est probablement le minimum. Là, on peut jouer techniquement 2 ou 3. Là, il y a un mode coopératif, mais c'est un jeu de groupe. Mais ça en prend des fois des jeux comme ça. Donc, ça fait le tour de mes expériences, mais je n'allais pas oublier mes 3 meilleures expériences ludiques, parce que c'est l'habitude que j'ai pris, je me décide à faire à la fin de mes expériences, je vous parle de mes 3 expériences favorites. Je commence en numéro 3 avec un jeu qui gagne tellement à être connu. Et chaque fois que j'y joue, je suis comme « Wow! C'est tellement cool, ce jeu-là! » Et c'est un jeu que j'avais eu dans le temps, je l'avais vendu, j'ai fini par le racheter, comme souvent ça m'arrive. C'est le jeu Adrenaline. Adrenaline est un jeu qui simule un first-person shooter, donc un jeu de tir à la première personne. L'idée est assez ambitieuse et on se dit, bon, ben, c'est un jeu où on va avoir des fusils, on va avoir des grenades, on va avoir des armes, on va devoir annihiler les autres. Donc ouais, c'est certain, il va probablement avoir des dés. Et non, il n'y a pas de dés parce que ultimement, c'est un euro. C'est un jeu de majorité, je pense, que je pourrais dire. Parce que chaque fois qu'on va blesser un autre joueur, on va mettre des cubes de notre couleur. Donc si on a 10 points de vie, ben, oh, le joueur bleu me fait 3 points de dégâts, je mets 3 cubes bleus. Et lorsque je vais arriver à la fin de mes points de vie, donc que je vais mourir, et je vais respawner parce que c'est un jeu de first-person shooter, et bien là, on va regarder, oh, qui a été le joueur qui va faire le plus de dégâts? Ah, c'était le joueur, parfait, il mérite tant de points. La deuxième place, c'est tant de points, et ainsi de suite comme ça. Donc, on va se déplacer sur une piste, sur un petit plateau de jeu. On va récupérer des armes, utiliser des munitions. On va essayer d'utiliser des armes qui vont exploser, qui vont passer à travers les murs, qui vont défier les lois de la réalité, de se téléporter, d'importer des joueurs. Il y a vraiment plein d'armes différentes, et c'est un jeu qui mérite d'être joué comme il se doit. C'est un jeu où on doit jouer rapidement. C'est pas un jeu chronométré, c'est pas ça, mais c'est pas un jeu que tu dois prendre trop de temps. Qu'est-ce que je devrais faire? Oui, on peut penser un peu à ton plan de match, mais pour garder dans l'esprit du jeu, les tours sont rapides. Hein? Habituellement, on va se déplacer, on se déplace, on prend une action, on va se déplacer, on va tirer, on va utiliser une affaire, et ça fait en sorte que lorsque les joueurs jouent relativement rapidement, donc un joueur fait pas trop de paralysie analytique, ça fait en sorte que le jeu avance vite, et c'est vraiment le fun de voir ça. C'est très chaotique, on s'entend, mais c'est drôle d'avoir un jeu de shooter comme ça, fait avec des mécaniques euro de majorité. C'est super bien pensé. Vraiment génial comme jeu. Un jeu qui est passé dans le beurre. Je pense que c'est pas grand monde qui connaît ce jeu-là. Mais Adrenaline, pour moi, un jeu dont le thème vient vraiment coller par rapport à ça. Et c'est drôle parce que jamais je me serais douté que ça aurait pu aussi bien fitter que ça. Et oui, ça le fait. Donc, Adrenaline. En deuxième position, c'est un jeu que ça devait faire presque 10 ans que j'avais pas sorti. Ouais, 10 ans, c'est long. En fait, je vais être honnête, je pense que j'avais joué 1-2 parties dans un laps de 11 ans. C'est le jeu Agricola. Agricola, eh oui. Uwe Rosenberg et son fameux masterpiece, sa pièce maîtresse des jeux de placement d'ouvriers. Bon, Agricola a une place importante dans mon cheminement ludique. À une époque, donc probablement il y a 12 ans, j'ai découvert Agricola. Wow, et là, c'était dans les jeux qui étaient très complexes. Parce que, bon, au final, ça faisait beaucoup de choses, mais je dirais que mon expérience ludique a avancé avec le temps et pour m'être remis dans les règles d'Agricola, ça a été tellement facile de sortir le jeu. C'est d'une simplicité incroyable. Quand je pense que la première fois que j'avais ouvert le livre des règles, je suis comme « Wow, c'est compliqué! » Hey, même après tout ce temps-là, ça a été très rapide de me remettre dans les règles. Quelques petits détails pour savoir le nombre de nourriture de départ. Et voilà, j'étais parti, j'étais prêt à jouer. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est un jeu qui a été très important dans l'historique ludique, si on veut, là, parce que ça a été un jeu fort, je pense, pour l'industrie, un jeu euro. C'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va devoir gérer une ferme. On va avoir des animaux, on va devoir faire pousser du blé, pousser des légumes, et on va tenter de devoir gérer notre famille parce qu'on doit la nourrir.
Et oui, la fascination des jeux euro avec le fait de devoir nourrir notre famille. Bon, je dirais pas que c'est le premier, mais ça vient principalement de là. Donc, on va jouer et c'est un jeu de gestion de misère. Parce que oui, on a de la misère tout le long de la partie. Le but, c'est de réussir à se trouver un moteur pour réussir à nourrir notre famille, donc de gestion de nourriture en tant que telle. Et lorsque notre moteur va bien, ben, la partie est terminée. Avant, ça me frustrait un peu. Maintenant, je comprends un peu plus le concept. Quand le moteur est bien huilé, ça sert à rien. C'est du brassage, du pelletage de nuages, de dire comme parfait, excellent, wouhou, check-moi aller, je vais faire plein de points. Non, c'est correct. Le jeu arrête quand ça commence à être sous contrôle et ça fait partie du charme du jeu. Donc, les gens m'ont toujours dit, et même moi, à ce moment-là, il y a Agricola qui est sorti et quelques années après, il y a eu Caverna. Caverna était beaucoup plus permissif, beaucoup moins intense, beaucoup plus ouvert, très sandbox, on pouvait faire un peu plus de choses, on avait plus de possibilités. Donc, à une certaine époque, je me disais, j'avais mis Agricola de côté en disant, ah, Caverna est plus le fun parce que c'est plus facile, c'est plus simple, mais Agricola a l'avantage d'être rejouable de manière incroyable à cause des cartes. On a des cartes qu'on va avoir en début de partie et ça va faire notre partie, ça va être différent à chaque fois parce qu'il y a une tonne de decks différents. Uwe Rosenberg lui-même l'avait dit lors, un moment donné dans une entrevue, il avait dit, si vous êtes pour jouer 10 fois, prenez Caverna. Si vous êtes pour jouer 100 fois, prenez Agricola, parce que Agricola a énormément de profondeur. Mais la raison pour laquelle je suis tombé dans ce jeu-là, c'est parce qu'il y a eu un Game Found de Awaken Realms. Oui, vous savez, on a vu les dernières années les belles copies de Château de Bourgogne absolument magnifiques. Donc, une réédition que je n'ai pas backée et que je regrette un petit peu d'avoir manqué le bateau parce qu'elle est absolument magnifique. Et les Châteaux de Bourgogne, c'est un classique ludique. Et là, ils ont continué avec Puerto Rico, un jeu que j'avais joué énormément dans le temps, que j'avais fini par vendre et que je me suis laissé prendre au jeu en me disant je pense que je vais participer à la campagne de Puerto Rico. Le jeu est absolument magnifique. On s'entend, Awaken Realms font de très beaux produits. Lorsqu'ils ont sorti l'idée de la campagne d'Agricola, je me suis dit, il faudrait que je rejoue. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoué à Agricola, c'est que je me suis dit, il faudrait que je le ressorte pour voir si le jeu est encore d'actualité. Je l'avais gardé dans ma collection, mais je ne l'avais pas joué depuis longtemps. Donc, c'est drôle parce que ma tête a fait un paquet de virevoltes lorsque j'ai fait ça. Lorsque j'ai joué, j'ai trouvé ça le fun. J'ai dit, wow, ok, je suis content de l'avoir rejoué. C'est un jeu que je vais conserver, mais je pense pas que j'ai besoin d'aller chercher la nouvelle version. Bon, l'esthétisme est plus beau, et là, moi, c'est même pas pour les miniatures, là. Quoique le jeu a fait une version en carton, et ça m'insulte un peu, là. Avant, tu sais, on a des jetons en bois, mais là, ils ont fait une version un peu plus cheapette avec juste des jetons en carton, ça, c'est un de côté non standard. Mais ils ont la version avec des jetons de bois et une jetons avec des figurines. Donc, j'ai pas besoin des figurines, d'avoir des figurines de moutons, là, c'est le dernier de mes soucis. Mais j'avoue que c'est le fun de manipuler les petits cartons en meeple. Et le jeu est très très beau, mais je me disais, tiens, j'ai le jeu, j'ai l'extension des Fermiers de la Lande en français. Je pense pas que j'ai besoin de backer le Game Found. Et là, le soir même, j'ai même publié sur Internet, non, j'ai pas besoin de jouer, j'ai pas besoin de le backer. Et le soir, là, je regardais la campagne. Et j'ai fini par me laisser prendre au jeu. Pourquoi? Je dirais que d'avoir des jeux de collection comme ça, des jeux qui ont été forts, et en rejoignant Agricola, je me suis rendu compte que c'est un jeu qui est important dans mon historique ludique. Donc, c'est certain que si j'aurais à réduire considérablement ma ludothèque, des fois, je me dis, hey, il y a certains jeux qu'il faut que je garde parce que c'est des jeux qui sont importants, des jeux qui sont classiques, et ça l'a mieux vieilli que je pensais. Donc, ça reste Agricola, je pense que on aime ou on déteste. Moi, j'ai assez aimé pour dire que j'allais chercher la nouvelle version d'Awaken Realm. Je vous risque de vous la présenter dans 1-2 années ou quand ça va sortir. Mais je suis très heureux d'avoir revisité ce classique. Et je termine en numéro 1 avec quelque chose que je vous ai parlé en début de vidéo. C'est le jeu Hoplomachus Victorum. Hoplomachus Victorum est un jeu de la compagnie Chip Theory Games qui avait été socio-financé, et j'avais backé le jeu il y a 2 ans peut-être. J'étais un grand fan, j'avais énormément joué aux anciennes versions, Rise of Rome, Origins de Hoplomachus. Hoplomachus, c'est un jeu de combat gladiatorial avec les bons vieilles chips de poker de Chip Theory Games, mais on a des dés, les personnages, on va créer des armées, on va faire des unités comme ça. Victorum se veut à être ce jeu-là, mais en version 1 joueur. Le fait qu'on va avoir une campagne, on va avoir une histoire qu'on va pouvoir faire, et on peut évoluer à travers ça, à travers différents scénarios, on va se déplacer, il va y avoir différents tableaux. Le jeu a du matériel vraiment, vraiment magnifique, mais je l'avais mis de côté parce que le livre de règles est un peu intimidant. Je dis intimidant, mais souvent,
lorsqu'on s'y plonge pour de vrai, ça va beaucoup mieux que prévu. Puis je pense que ça a été juste le premier coup. À un moment donné, le problème, c'est que je l'ai reçu, je l'ai déballé, j'étais tout content, je l'ai sorti. Et là, j'ai commencé à regarder les livres de règles, j'étais un peu distrait dans d'autres choses. Oh non, encore. Oh, gaffe. J'ai fini par le ranger. Et le fait que ça m'a laissé une espèce d'impression, pas négative du jeu, mais une espèce de baisse de motivation. Et là, ça faisait un bon bout de temps que je le regardais. Et là, après avoir joué justement à Cloudspire, je me suis dit, OK, là, c'est le temps, là. Je ressors mon Chapter Game, j'ai eu bien du plaisir. Donc, j'ai commencé ma campagne de Victorum et j'adore ce jeu-là. C'est un excellent jeu, mais ça demande un investissement de temps. Parce que faire une campagne qui est de X parties, on ne fera pas ça un sitting, donc une fois. On peut sauvegarder d'une certaine façon, on va se déplacer sur un plateau, mais le jeu est bien pensé, du fait qu'il y a beaucoup de variétés. Par contre, mon départ a été très difficile. J'ai commencé dans un secteur qui était vraiment pas facile et ça fait en sorte que j'ai perdu énormément de parties. Et là, je me dis, bah, c'est ma première partie, on va faire un new game, donc je vais recommencer pour essayer de réussir à vaincre mon premier challenge. Ça a pris plusieurs parties, mais là, j'ai réussi à prendre le rythme et là, ça va un peu mieux. J'ai réussi à avoir des nouvelles unités, des choses comme ça. Je pense que c'est une belle grosse boîte. Il y a également la version remastered qui me permet de pouvoir jouer à 2 joueurs. Il y a une extension aussi, Pandora's Box, que je n'ai pas, qui raccourcit la campagne. Et moi, je pense que c'était quelque chose qui me faisait pas peur, mais qui faisait en sorte que je ne le sortais pas, c'est la longueur des parties. Les parties sont pas si longues que ça. On va faire plusieurs batailles, plusieurs scénarios un après l'autre. Je pense que c'est pas vraiment en durée de partie comme ça, parce que un scénario isolé est très très rapide à faire, mais c'est de pouvoir les enchaîner comme ça. Et je pense que oui, je pense que je suis content de l'avoir sorti. J'ai fait quelques parties, je l'ai sorti, en fait j'ai sorti quelques fois. Je l'ai pas ressorti, là, ça a été au début du mois. Mais étant donné que j'ai entamé mon expérience, ça va me motiver pour la continuer. Donc ça fait le tour de mes expériences du mois de juin. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des jeux là-dedans que vous avez joué ou que vous avez apprécié? J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir connaître également, savoir vos opinions sur ces jeux-là et de savoir aussi quelles ont été vos meilleures expériences ludiques du mois. Donc, c'est pas mal ça fait le tour. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous, c'est juste un petit clic, ça nous fait plaisir. Je vous invite également à faire un petit pouce en l'air, c'est toujours très motivant et toujours très agréable de voir que les gens continuent de nous écouter, même si, je le sais, on est un peu plus tranquille côté vidéo. Il faut dire qu'il y a quelques années, on publiait beaucoup trop de vidéos et ça lui fait dire, à publier 4-5 vidéos par semaine, c'est un peu trop, les gens avaient plein de misère à pouvoir suivre. Donc, c'est certain que je m'assure toujours de pouvoir vous produire mes segments, mais j'ai également d'autres vidéos qui vont arriver et là, on va commencer à rouvrir un peu. Il y a Gen Con qui s'en vient, on vous promet une couverture de Gen Con également. Moi et JP, on va aller à Indianapolis pour pouvoir vous présenter un paquet de choses. Donc, beaucoup de belles choses à s'en venir. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui mijotent aussi. On manque de temps un peu pour faire ça. C'est toujours difficile, mais que voulez-vous? C'est ça, quand on a trop de passion, on a de la misère à tout réussir à faire. Mais on continue de garder le cap parce que ça nous fait toujours plaisir et on apprécie énormément pouvoir partager ces expériences-là avec vous. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!